Non, pas de question particulière? Ok, alors on commence le TDI. Alors je vous propose d'abord de faire l'exercice 5 du TD1 et ensuite l'exercice 1 et 2 du TD2. Donc l'exercice 5, alors d'abord petite chose, on va corriger l'énoncé. La résistance, en fait, elle ne fournit pas un travail, elle va recevoir un travail et le transformer en énergie thermique, elle va donner au gaz. Donc ici, on va mettre, elle reçoit un travail électrique WU. Alors le texte n'est pas très clair, je trouve. Le déplacement du piston se fait suffisamment lentement, etc. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que la transformation est quasi statique. C'est tout ce que ce blabla veut dire. Alors on va regarder ce que ça donne. En faire un dessin d'abord. Donc un compartiment, enfin une enceinte globale, divisée en deux compartiments. Ici une paroi qui est Aterman, qui ne laisse pas passer les transferts thermiques. Ici la résistance qu'on va brancher. Et on fait ça tout doucement. On fait parcourir la résistance par une intensité I. Alors, la résistance reçoit du travail électrique, elle convertit en énergie thermique, elle donne au gaz A. Donc, le gaz A s'échauffe. Un gaz qui s'échauffe, il monte en pression, il monte en température. Comme il monte en pression, il va pousser vers la droite. Donc, il fait une détente. Et puis, du coup, le compartiment B, lui, subit une compression. Et on s'arrête jusqu'à, enfin, quand le volume final du compartiment A vaut 3,5 de V0, donc il reste 1,5 de V0 pour VB. VB'. Donc initialement, les volumes étaient identiques, les pressions étaient identiques, équilibre mécanique, les températures étaient identiques. À la fin, les volumes ne sont pas égaux. Les pressions sont nécessairement égales, puisque si le piston arrête de bouger, c'est que la force pressante à droite, enfin de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche sont égales, donc les pressions doivent être égales. Donc équilibre mécanique, les pressions sont forcément égales. Et par contre, les températures ne sont pas égales. Pourquoi? Parce que ici, on ne laisse pas passer la chaleur. Les deux compartiments en fait sont isolés thermiquement l'un de l'autre. Ça va pour l'état final? Et donc on a des gaz dans le compartiment A et B qui ne subissent pas la même transformation. Donc on va commencer par le compartiment B, le compartiment de droite. Donc ce compartiment subit une compression, empêche les transferts thermiques, donc adiabatique. Et puis c'est très lent, quasi statique, donc adiabatique, quasi statique. Et puis dedans, il n'y a aucun phénomène irréversible. Si on suppose qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de réaction chimique, il n'y a pas de transfert thermique irréversible, donc il n'y a aucun phénomène irréversible à droite. Conclusion, je peux dire qu'à droite, le gaz subit une transformation adiabatique, réversible, et c'est un gaz parfait. Ce sont donc les trois conditions d'application de la relation de Laplace. Je connais la pression, je connais le volume au début, je connais le volume à la fin, et ben je vais en déduire la pression à la fin. Écrivez-moi la relation de Laplace entre l'état initial et l'état final, et trouvez-moi PB' en fonction de PB. Je vous laisse un petit instant pour faire ce calcul. Donc on écrit la relation de Laplace entre l'état initial du gaz B et l'état final.
Alors, est-ce que vous trouvez PB'? PB' en fonction de PB. Alors, petite question, est-ce qu'on vous donnait gamma? Tac. Ah zut, on vous donnait pas gamma. Est-ce que vous arrivez à trouver gamma? C'est quoi gamma? C'est CP molaire sur CV molaire. Et CP molaire, c'est quoi? R plus C bémolaire. Voilà, la relation de Mayer. Donc on remplace CP molaire par CV molaire plus R. Donc ici, ça nous fait le 5 demi de R plus R. Le tout divisé par 5 demi de R. 5 demi de R plus R, ça nous fait 7 demi de R. 7 demi de R divisé par 5 demi de R égale 7 cinquièmes. C'est-à-dire 1,4. Voilà, donc le gamma n'est pas donné, mais il suffit d'en connaître une grandeur, soit CV molaire, soit CP molaire, et on en déduit les autres, avec la relation de Mayer. D'accord? Donc c'est bon, on a gamma. Hop, revenons à la relation de Laplace. Donc la relation de Laplace, la plus simple à retenir, c'est PV exposant gamma égale constant durant la transformation. Donc PB', VB', exposant gamma, égale P0, V0, exposant gamma. Et vous isolez ce qui vous intéresse, c'est-à-dire PB'. Donc on passe VB' de l'autre côté, on peut les mettre ensemble, les volumes, puisqu'ils sont de la même puissance. VB' c'est 1 demi de V0, donc ça simplifie, ça fait 2. Ça fait 1 sur 1 demi, 1 sur 1 demi, ça fait 2 puissance gamma fois P0. Et gamma, c'est 1,4. Ah. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc P0 fois 2 exposant gamma avec gamma égale 1,4. Et on trouve que ça fait 2,64 fois P0. P0 vaut 10 puissance 5 pascal.
2,64, 10 puissance 5 pascal, 2,64 bars. Donc on est passé de 1 bar à droite à 2,64 bars. On a bien fait une compression. Le gaz monte en pression et monte en température, logiquement. Trouvez-moi la température à droite. Comment est-ce qu'on fait? Volume, pression. Comment est-ce qu'on trouve la température? On utilise la relation des gaz parfaits? Bah, tout simplement. Voilà, donc PV égale nRT, T égale PV sur NR. TB' égale PB', VB' sur NR. Alors PB', on l'a en fonction de P0, P0 de exposant gamma. VB', on l'a en fonction de V0. Et donc on a quelque chose en fonction de P0, V0. Et P0, V0, bah, c'est nRT0. Donc on a quelque chose en fonction de T0. T0 fois 2 exposant gamma moins 1. Qui nous fait du 360 Kelvin. Le gaz est monté en pression, monté en température, c'est cohérent. Un gaz qu'on comprime s'échauffe et monte en pression. Donc en pratique, le gaz à droite a reçu du travail de compression. Et il l'a gardé, autrement dit, son énergie interne a augmenté, donc sa température a augmenté. Ça y est, on a la pression à droite, la température à droite. Donc on a la pression à gauche, puisqu'elles sont forcément égales. Or, on a le volume à gauche. Bah, donc on a la température à gauche, par la relation des gaz parfaits, là aussi. Si j'ai deux paramètres, le troisième se déduit avec la relation des gaz parfaits. Trouvez-moi TA' numériquement.
Alors, la pression est la même à droite et à gauche. Le volume est 3 fois plus grand. Donc, logiquement, la température PV égale nRT, c'est la même pression. Le volume est 3 fois plus grand. Donc, la température doit être 3 fois plus grande, non? Vérifions. Application de l'équation d'état des gaz parfaits. Donc, TA', c'est PA', VA' sur NR. PA', je viens de le calculer, c'est P0 fois 2 puissance gamma. VA', c'est 3 demi de V0. P0, V0, c'est NRT0. Donc les NR vont simplifier. On va avoir T0 fois 3 fois 2, exposant gamma moins 1. Là, c'est TB', ça. 3 fois plus que TB'. 3 fois 360, 1080 Kelvin. Alors ça peut paraître beaucoup, hein, ça fait à peu près 800 degrés. Oh, ça va, 800 degrés. Donc à droite, on a le droit d'utiliser la place. À gauche, on n'a pas le droit, attention, puisque à gauche, d'abord, c'est pas adiabatique, puisque le gaz reçoit de l'énergie thermique de la part de la résistance. Et puis, c'est pas réversible, parce qu'il y a un effet Joule dans le compartiment. Donc à gauche, on a juste l'équation d'état des gaz parfait. Voilà, donc la première chose à faire en thermos, c'est d'abord de faire un dessin pour voir état initial, état final. Choisir son système. Donc quand il y a plusieurs sous-systèmes comme ça, étudier chaque sous-système. Trouver la nature de la transformation, et ensuite on en déduit ce qu'on a le droit d'utiliser. Ici, la relation de la place, et ici, rien de particulier, donc que l'équation d'état des gaz parfaits. Donc maintenant, je connais l'état initial, je connais l'état final, donc je sais calculer forcément la variation d'état la variation de toutes les fonctions d'état, delta U, delta H. Donc je vais pouvoir maintenant appliquer le premier principe. Alors acquis, on pourrait se dire, tiens, la résistance, elle donne de l'énergie au gaz A. Oui, mais le gaz A, il donne de l'énergie au gaz B. Donc si vous appliquez que le premier principe au compartiment A, vous allez avoir, ça ne va pas être si simple que ça, parce que delta U de A égale l'énergie reçue de la part de la résistance et l'énergie reçue avec le gaz B, donc en fait qui est en fait donnée vers le gaz B. Donc une astuce ici, on va réunir les deux. Le système, je vais prendre le gaz A plus le gaz B. Alors delta U du gaz A plus le gaz B égale le transfert thermique reçu de la part de la résistance. Et ce transfert thermique, il vient d'un effet Joule. L'effet Joule transforme intégralement de l'énergie électrique dans une résistance en énergie thermique. Donc Q égale WU. Delta U de A plus B, delta U c'est extensif, c'est delta U de A plus delta U de B. Delta U d'un gaz, on sait faire, c'est l'intégrale de NCV molaire dt. Entre T initial et T final, on les a calculés. Et puis la même chose dans le compartiment B. Donc, intégrale de DU, intégrale de NCV molaire dt, à gauche, à droite, on fait la somme des deux. On remplace par les températures qu'on vient de calculer. Et on trouve une valeur d'énergie qui représente l'énergie thermique donnée par la résistance, donc l'énergie électrique reçue par la résistance.
Ça va, je continue? Vous me dites si ça va trop vite, éventuellement. Et ça va trop vite? Ou pas? Non, c'est bon. Ok. Ok, on passe au TD2. Donc cette fois-ci, on va utiliser le deuxième principe aussi. Alors, en général, maintenant, on va utiliser les deux principes. Maintenant qu'on connaît les deux principes. Alors, dans un calorimètre, on mélange M1 de liquide à T1, M2 de liquide à T2. On néglige la capacité thermique du calorimètre, alors que vaut la température finale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On regarde le système. Le système, bah, c'est tout le liquide. Normalement, on prend le calorimètre et son contenu. Bon, là, comme on néglige la capacité thermique, on peut considérer que les liquides. Alors, l'eau froide et l'eau chaude donnent de l'eau tiède, ATF, nouveau TF. D'abord, la nature de la transformation, elle est considérée comme isocore, le volume ne varie quasiment pas. On peut dire qu'elle est isobare aussi. Et globalement adiabatique, parce qu'on est dans un calorimètre. Donc on n'échange pas avec le milieu extérieur d'énergie thermique. Donc delta U global, c'est 0. On peut aussi utiliser delta H, puisque c'est isobare. Et ensuite, delta U, c'est la somme des delta U. Donc celui-là, on néglige, delta U du calo, sinon il vaudrait intégrale de C calo dt. Delta U de l'eau froide, intégrale de MC dt. Et puis delta U de l'eau chaude, intégrale de MC dt, mais attention aux bornes, entre T1 et TF, entre T2 et TF. Donc l'eau froide qui monte en température et l'eau chaude qui descend en température. Donc ce terme-là est positif, il représente l'énergie thermique reçue par l'eau froide, et ce terme-là est négatif, il représente l'énergie thermique donnée par l'eau chaude. Donc perdue par l'eau chaude, donc négative. On intègre, c'est pas très difficile à intégrer, et on isole TF, qui vaut M1T1 plus M2T2 sur M1 plus M2. Donc en haut, on a des kilos fois des Kelvin, et en bas des kilos, donc on a bien quelque chose en Kelvin. On peut remarquer que la formule ressemble à un barycentre, en fait, c'est une formule c'est le barycentre des températures pondérées par les masses. Donc si vous avez la même masse d'eau froide et d'eau chaude, évidemment, vous arrivez au milieu des deux températures. Donc ici, c'est ce qu'on a, hein. On a 1 kg de chacun à 0 et à 40 degrés, donc à la fin, l'eau tiède à 20 degrés. Ok, donc on aurait pu le deviner sans faire de calcul un peu. Donc trouver un état final, ça c'est le premier principe. Alors maintenant le calcul d'entropie. Sauf s'il y a des questions sur le petit a. Alors le deuxième principe d'abord me dit delta S de mon système, donc les deux masses de liquide, plus le calorimètre, mais comme on néglige le calorimètre, bon, on va s'inverser ici qu'au liquide. C'est S échange plus S création. La transformation adiabatique, il n'y a pas de S échange, donc il n'y a que du S création. S création, il n'y a pas de formule, mais il y a une propriété. Je sais que c'est positif ou nul. Donc le delta S va être forcément positif ou nul. Est-ce que c'est réversible? Est-ce que eau froide plus eau chaude donne eau tiède? Si j'attends, spontanément, l'eau tiède va redonner eau froide plus eau chaude. Clairement, non. Donc c'est irréversible, donc je peux même préciser, ça sera strictement positif. Comment calculer delta S? Eh bien, on va calculer delta S de chaque sous-ensemble, et on sait les calculer sur un chemin imaginaire réversible.
En faisant comment? Bah, si vous connaissez la différentielle de S, l'intégrale de ds, entre état initial et état final. Alors, est-ce qu'on sait calculer ds? Donc, si on ne se rappelle plus comment on fait, vous pouvez repartir de l'identité thermodynamique. du, c'est moins pdv plus tds. Donc, ds, c'est du sur t plus p sur tdv. C'est un liquide, la variation de volume est ridicule. Donc, le deuxième terme peut être considéré comme nul. Donc, ds d'un liquide, c'est du sur t. du d'un liquide, c'est mc dt. Donc, ds d'un liquide, c'est mc dt sur t. Alors après, vous avez le droit de donner cette formule directement. Hein. Mais si vous ne savez plus, vous pouvez vous la démontrer avec une entité thermodynamique. Vous pouvez aussi écrire, c'est l'intégrale de ds, et ds, c'est delta q réversible sur t. Et delta q, bah, c'est mc dt. Donc on retrouve aussi comme ça, intégrale de delta q réversible, mc dt sur t. Entre T1 et TF, la primitive, bah, c'est un log. Donc MC log de TF moins log de T1, ou encore MC log de TF sur T1. Donc l'eau froide a un delta S positif de 296 joules par Kelvin. Est-ce que c'est cohérent? L'eau froide monte en température, son désordre augmente, donc delta S doit être positif. Donc c'est cohérent. L'entropie mesure le désordre. Alors on fait la même chose pour l'eau chaude. Bah, évidemment, c'est la même formule. Il suffit de remplacer T1 par T2. Donc c'est pas la peine de tout réécrire. Hein. C'est la même formule par analogie, mais on part de T2 à TF. Donc M2, c'est log de TF sur T2. TF est plus petit que T2, le rapport est plus petit que 1, le log est négatif, delta S est négatif. L'eau chaude se refroidit, le désordre diminue, l'entropie diminue. La variation d'entropie est négative, c'est normal. Donc le désordre augmente pour l'eau froide, le désordre diminue pour l'eau chaude. Ah oui, mais on s'aperçoit que le désordre augmente plus pour l'eau froide que le désordre ne diminue pour l'eau chaude. Donc quand on fait la somme des deux, on trouve quelque chose qui est positif. Et on avait dit la somme des deux, c'est S création. S création, ah oui, c'est forcément positif ce truc-là, sauf si c'était réversible. Donc on trouve un S création positif, c'est normal. Ça veut dire que la transformation est irréversible. Un mélange d'eau froide et d'eau chaude, c'est un mélange de deux corps à des températures différentes. Alors il y a un transfert thermique irréversible du chaud vers le froid. Donc c'est normal d'avoir un S création positif. Donc un petit commentaire, on dit il y a création d'entropie par irréversibilité, et on précise la cause d'irréversibilité, qui est donc ce transfert thermique d'un corps chaud vers un corps froid. Donc tout à l'heure, il y en a qui m'ont posé des questions avant le TD, hein, qui m'ont dit je trouve un delta S négatif, c'est pas normal. Si, un delta S d'un système peut être négatif. Par contre, delta S de l'ensemble des deux, qui vaut S création, lui, doit être positif. Donc on voit que quand on crée de l'ordre quelque part, donc dans l'eau chaude, on crée du désordre à côté, et on crée plus de désordre qu'on ne crée d'ordre. Et globalement, le S création est positif, globalement, il y a création de désordre. L'entropie d'un système isolé ne peut que croître, le désordre d'un système isolé ne peut que croître. D'accord, donc créer de l'ordre localement impose de créer un désordre plus grand à côté.
questions là-dessus? Moi, j'avais une petite question par rapport à comment on pouvait faire. Est-ce qu'on pouvait aussi, au lieu de calculer l'intégrale de ds, est-ce qu'on pouvait aussi faire par rapport à, on admet l'hypothèse que le système est réversible et du coup, on calcule S échange avec l'intégrale de delta Q sur la température extérieure. Est-ce qu'on pouvait faire comme ça? Ouais. Donc, on va écrire ça. Delta S. Donc, on le calcule sur le chemin réversible. Donc, c'est S échange sur le chemin réversible. Hein. Il n'y a pas d'escalation sur un chemin réversible. La formule de S échange, c'est intégrale. Alors, j'ai pas aussi intégrale. On va mettre intégrale. De ds, plutôt, de delta. Alors, c'est dommage, c'est que je suis... Tac. Donc, intégrale de delta Q sur T extérieur. Ah oui, mais si c'est réversible, nécessairement T extérieur, ça doit être égal à T. Donc, je peux remplacer ce T extérieur par T sur mon chemin réversible. D'accord? Et je peux préciser, du coup, je suis sur un chemin réversible, donc intégrale de delta Q réversible sur T. Voilà. Or, le système, il fait quoi? C'est un liquide qui change de température. Donc, d'après le premier principe, du... Alors, on va écrire ça un petit peu plus loin. Donc, le premier principe me dit que pour ce système du égale delta W plus delta Q. Oui, mais delta W, si c'est un liquide, le volume ne varie pas, donc il n'y a pas de travail des forces pressantes. Donc du, c'est delta Q. Et du, c'est MC dt. Donc finalement, ça me donne intégrale de MC dt sur T. Et autrement dit, je reviens à ce que j'ai écrit ici, intégrale de MC dt sur T. D'accord? Donc effectivement, on peut calculer le delta S sur le chemin réversible imaginaire. Avec T extérieur, c'est forcément T sur un chemin réversible. Et delta Q, je le trouve avec le premier principe, c'est du, donc c'est MC dt. Et donc finalement, j'obtiens bien N, c'est ln de T de T final sur T initial pour chacun des sous-systèmes. Ça marche? Oui, merci. Donc évidemment, si on connaît la différentielle de S, ça va plus vite. Donc si on connaît ds d'un liquide, cette formule, on la retrouve peut-être un peu plus rapidement. Quoique, c'est pas si compliqué non plus comme ça. Hein. C'est préciser qu'on se met sur le chemin réversible et préciser que delta Q, c'est du coup, premier principe, c'est du, c'est MC dt. Ok, on continue. Alors, avec l'exercice 2. Hop. Donc, 1 kg de glace à moins 20 degrés est laissé longtemps à l'air libre à plus 20 degrés sous une atmosphère. Alors, calculer le transfert thermique reçu, la variation d'entropie et ses échanges excrétion. Alors, d'abord, on précise l'état initial, donc 1 kg d'eau solide à moins 20 degrés, une atmosphère, et l'état final. Donc, c'est sous-entendu, lorsqu'on sera à l'équilibre, on sera à 20 degrés. Donc, l'eau sera devenue liquide. Donc, on reste à la même pression. Donc, on peut dire que c'est isobar.
pression extérieure constante et la pression égale la pression extérieure égale la pression du système. Donc la pression ne varie pas. L'air est chaud, la glace est à -20, c'est pas la même température, donc c'est forcément irréversible. Il y a un corps chaud, un corps froid. Donc c'est une isobare irréversible, durant laquelle le système reçoit de l'énergie thermique de la part de l'air. Donc je sais tout de suite que je ne pourrais pas calculer ΔS pour la transformation réelle. En tout cas, pas directement. Je pourrais la calculer sur un chemin imaginaire réversible. Donc on va commencer par imaginer ce chemin réversible. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour me proposer un chemin imaginaire réversible qui permet de passer de cet état initial à cet état final. Donc j'appelle ça A, et puis ça j'appelle ça D, donc ça veut dire qu'il doit y avoir des états B et C à préciser entre les deux. Bon, ils sont pas très compliqués à trouver, a priori. Et une fois qu'on aura notre chemin imaginaire réversible, on pourra calculer toutes les grandeurs qui nous intéressent sur ce chemin réversible. Bon, allons-y, proposons un chemin. Ben, on va passer de l'eau solide à -20 à l'eau solide à 0, puis la faire fondre. Et une fois qu'on a obtenu de l'eau liquide, on va la réchauffer à +20. Je pense que c'est pas trop compliqué à trouver. C'est le chemin logique. L'eau d'abord se réchauffe, puis fond, puis se réchauffe. Alors ce qui est plus subtil, c'est comment est-ce qu'on ferait ça de manière réversible. Il faut qu'il n'y ait pas de corps chaud et pas de corps froid. Donc il faudrait qu'on ait un milieu extérieur fictif dont la température part de -20 et augmente progressivement à +20 en même temps que le système. Donc sur le chemin imaginaire réversible, c'est le même système, même état initial, même état final, mais c'est pas le même milieu extérieur que le milieu extérieur réel. Alors on va pouvoir calculer delta SAB, delta SBC, delta SCD. Et puis on a besoin aussi de Q. Donc ça, c'est le premier principe qui va me dire comment le calculer. Donc que dit le premier principe? Il dit delta U égale W plus Q. Et pour une isobare, delta H égale WU plus Q. Il n'y a pas d'autres travaux, il n'y a pas de travail électrique, donc delta H égale Q. Donc l'énergie thermique reçue, c'est delta H. Alors c'est pas delta U, puisqu'il y a W ici, et que l'eau solide et l'eau liquide n'ont pas le même volume. Donc la transformation n'est pas isochore, donc il y a un petit travail de force pressante. En l'occurrence, l'eau liquide occupe moins de place, donc il y a une légère compression. Donc il y a un travail positif, un travail de compression. Donc il ne faut pas utiliser U ici, mais H. Q, c'est delta H. Et delta H d'une transformation globale, je peux le décomposer en delta H de chaque transformation, de chaque bout de transformation, AB, BC, CD. On a déjà fait cette astuce. Hein. Donc delta H global, je le décompose sur les 3 transformations. Donc je vais vous laisser réfléchir un petit peu, que vaut delta H de chaque transformation, et puis ensuite que vaut delta S de chaque transformation. Donc je vous laisse 20 minutes à peu près.
Alors, on y va pour delta H. Donc, delta H, c'est l'intégrale de dH. A vers B, c'est un solide qui change de température. dH, c'est la même chose que du. Donc, c'est mc dt. mc solide dt. Entre TA et TB. Delta HBC, ça c'est un peu plus subtil, puisque la température ne varie pas. Ah, c'est un changement d'état. Donc delta H égale Q. Et Q, eh bien M égale mL fusion. Donc L fusion, c'est un L massique, kilogramme moins 1. Donc si vous rajoutez la masse, ça vous fait bien une énergie. Donc l'énergie nécessaire pour faire une fusion, c'est mL fusion. Et ensuite, vous avez un liquide. Delta H, c'est l'intégrale de dH. dH, c'est mc dt. dH égale du pour un liquide égale mc dt. Donc mcl dt. Donc l'énergie pour chauffer le solide, l'énergie pour faire fondre le solide, l'énergie pour chauffer le liquide. Les trois termes sont positifs. Et on trouve 359 kJ, pardon, 459 kJ nécessaires. Ça va pour delta H? Je vous laisse un peu de temps encore pour delta S ou vous avez déjà des choses? Il faudrait me parler un peu plus parce que là, je ne sais pas du tout où vous en êtes. Pour le delta S, j'ai pas encore réussi personnellement parce que avec la température. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé mon erreur pour mettre en Kelvin. Voilà, le 0 degré. Oui. Ouais, donc attention évidemment. Les températures sont toujours en Kelvin. Quand il y a des différences de température, ça va, il n'y a pas besoin de faire des conversions, mais dès qu'on est en juste T, 1 sur T, en Kelvin, ça va mieux. Bon, je vous laisse quelques minutes pour trouver les delta S hein, sur le même principe. Alors, allons-y pour le delta S. D'abord, j'ai écrit le deuxième principe, S-échange plus S-création. Il y a un S-échange, oui, puisque le système reçoit de l'énergie thermique de la part du milieu extérieur. Il y a une formule, c'est l'intégrale de delta Q sur T extérieur. Donc, si je connais T extérieur, ce qui est le cas, je dois pouvoir calculer ce S-échange. Et le S-création,
Je sais qu'il est positif, la transformation est irréversible, mais je ne peux pas le calculer. Donc je vais aller calculer delta S sur un chemin imaginaire réversible, isobar. Et je vous ai précisé, du coup, il faudrait que le milieu extérieur soit un milieu extérieur fictif dont la température va augmenter progressivement de -20 à +20 pour être toujours à la même température que le système. Donc sur le chemin imaginaire réversible, c'est pas le même milieu extérieur, mais on s'en fiche, c'est le même système. Ce qui m'intéresse, c'est le même système avec même état initial, même état final, donc le delta S sera le même. Le delta S ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système. Il ne dépend pas du milieu extérieur, il ne dépend pas de la nature de la transformation. Alors, delta S, on va calculer delta S de chaque phase. AB d'abord, c'est de l'eau solide. Donc là, on peut utiliser la différentielle de S d'un solide, MC dt sur T, MC solide dt sur T. Ou alors on peut dire c'est aussi l'intégrale de delta Q réversible sur T, et delta Q réversible, premier principe c'est du, et du c'est MC dt. Donc on trouve cette formule comme ça, comme tout à l'heure. Intégrale de delta Q réversible sur T, donc intégrale de du sur T, donc intégrale de MC dt sur T. BC, ça c'est un peu plus subtil. BC c'est la fusion, donc je n'ai pas la différentielle du système parce qu'il est en train de changer d'état. Donc là je vais utiliser la formule intégrale de delta Q sur T extérieur, oui mais sur le chemin réversible, donc T extérieur c'est T, donc intégrale de delta Q réversible sur T. Et la température elle varie pas, donc je peux la sortir de l'intégrale, donc ça me fait Q sur T. Et Q c'est Q fusion, et Q fusion c'est ml fusion. Donc finalement ça me donne ml fusion sur T fusion. Énergie sur température, c'est bien un truc en joule par Kelvin. Donc pour un changement d'état, il faut faire un peu attention. Il n'y a pas de formule de ds, donc il faut passer forcément par delta Q sur T, delta Q réversible sur T. Et puis C vers D, ça c'est un liquide, une seule phase. Différentiel d'un liquide, on sait faire, c'est comme pour un solide. Donc on peut dire par analogie, c'est la même formule, il suffit de remplacer C solide par C liquide. Donc c'est le même calcul que A vers B. Donc celui auquel il faut faire attention, c'est B vers C, le changement d'état, et en faisant attention évidemment de se mettre en Kelvin pour ne pas avoir de soucis. Donc j'en déduis le delta S global, qui est la somme des delta S, sur le chemin imaginaire réversible, et sur le chemin réel, c'est le même. Donc c'est positif, l'eau solide devient de l'eau liquide, le désordre augmente, S augmente, delta S est positif, c'est normal. Donc on peut mettre un petit commentaire, un delta S positif, le désordre augmente, pour montrer qu'on a réfléchi au signe. Hein, le delta S n'a pas de signe imposé, hein, on est bien d'accord, c'est S création qui a un signe imposé. Alors ensuite on calcule S échange, est-ce qu'on est capable de le calculer? C'est l'intégrale de delta Q sur T extérieur. Attention, on est sur le chemin réel ici. Hein. T extérieur, c'est de l'air à moins 20 degrés, à plus 20, pardon. Donc T extérieur est des constants, on peut sortir l'intégrale. L'intégrale de delta Q, c'est Q. Q sur T extérieur. Et Q, on a écrit tout à l'heure, c'était delta H AD. On le connaît. 459 kJ. Et sur T extérieur, 20 degrés, la température de l'air. Et donc voilà notre S échange. Il est positif, c'est normal, puisque Q reçu est positif, S échange est positif. S échange, pareil, n'a pas de signe imposé. Si Q est positif, S échange est positif. Si Q est négatif, S échange est négatif. La somme des deux S échange plus S création vaut delta S, donc S création, c'est delta S moins S échange. Et lui, par contre, si vous trouvez un négatif, là, il aurait fallu vous inquiéter. S création est forcément positif ou nul, si c'était réversible. Donc ici, on trouve qu'il est positif. Il y a donc création de l'entropie par irréversibilité, et on précise pourquoi.
Eh bien, parce qu'il y a un corps chaud qui est l'air, et notre système qui est plus froid. Donc, il y a un transfert thermique irréversible de l'air vers le système. Donc, S-création est forcément positive. Voilà, donc cet exercice, il faudra méditer. Il y a plein de choses intéressantes dedans. Il y a le fait qu'il faut imaginer un chemin réversible. Sinon, on est bloqué. On ne pourra pas calculer le delta S. Et en fait, le chemin nous sert en même temps à calculer le delta H, donc à calculer Q. Voilà, je vais vous envoyer les corrigés. Je vais vous envoyer aussi les corrigés des exercices qu'on n'a pas fait du TD1. Et on considère que le TD1 est fini. Et puis la semaine prochaine, on complétera le TD2. Alors je ne sais pas encore quand. Est-ce qu'on commence déjà un petit peu le cours de chimie lundi? Ou est-ce qu'on fait le TD2 lundi? Est-ce que vous avez des souhaits? Vous préférez qu'on finisse d'abord la thermo, tous les exercices, avant de passer à l'orga, peut-être? Oui, je pense que c'est bien. Ça serait bien comme ça? Ok. Donc lundi, on continue les exercices de deuxième principe. Du coup, je vais vous demander de chercher le 4 et le 5 pour lundi. Bon, après, vous faites ce que vous pouvez. Donc, ces deux machines thermiques, c'est assez rapide. Enfin, le 4 est assez rapide. Le 5, pas très compliqué non plus. Ça ressemble vraiment, enfin, c'est quasiment exactement ce qu'on a fait dans le cours. Hein. Donc, ce sont des applications du cours. Voilà, donc je vous envoie tout ça sur Discord et par mail. Voilà, je reste à votre disposition pour des questions, sinon on s'arrête là. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.